Salam alaikum. Sans plus tarder, on va commencer notre 10e session de ce congrès. Une session assez importante autour de la greffe des cellules souches hématopoïétiques, Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Et on va introduire la première oratrice et je ne vais pas trouver mieux que professeur de Tunis, le chef de service du Centre national de greffe, présenter son disciple, Madame El-Ouderni. À vous la parole, monsieur. Merci, Madame. Le professeur Monia Ouderni est professeur de pédiatrie. Elle est spécialiste d'immunologie et d'hématologie de l'enfant. Et c'est elle qui s'occupe du service de pédiatrie, immunohématologie et greffe de cellules souches au Centre national de greffe de moelle osseuse de Tunis depuis 4 ans. C'est Monia qui est le chef. Et vous allez voir, vous allez admirer ce qu'elle va vous présenter. Monia, à toi la parole. Merci beaucoup, Dr. Bjaoui. Vous êtes toujours le chef, donc ça c'est sûr. Donc je vous remercie pour cette présentation. Je remercie Dr. Boussfiha et Dr. Jadden pour l'invitation. Donc on m'a demandé de parler d'un sujet qui est un peu difficile, c'est comment choisir le conditionnement avant greffe de moelle dans les déficits immunitaires. J'attends les slides, la fiche pour commencer. Ils sont affichés pour les modérateurs, mais pas pour le public. Non, mais c'est vrai que j'ai une question. Est-ce que en fait, actuellement, on a des régimes de conditionnement qui sont dictés par les BMT selon la maladie, selon en fait. Mais est-ce qu'on peut faire notre sauce, c'est-à-dire si on a des médicaments qui manquent? En fait, le mail que je vous ai envoyé l'autre fois pour des choses qui nous manquaient et on voulait s'en passer. Bon, si vous préférez me répondre juste brièvement ou d'une façon un petit peu vague. Non, elle peut Par une blague. Une blague hématologique. Il y a un monsieur qui leur a dit, c'était un concours de blagues. Il a demandé la permission, est-ce que je peux vous raconter une blague à l'envers? Ah, mais bien sûr. Alors, riez d'abord. C'est bon, alors la deuxième blague. Il y a à Marrakech, vous savez, des gens sont très très forts dans les blagues. À Marrakech, tu ne peux pas être plus fort. Alors, il y a un Marrakchi qui racontait des blagues bizarres. Toutes les personnes qui écoutent cette blague décèdent. C'est grave. Les autorités, etc., les droits de l'homme, il est libre, il doit s'exprimer, mais que la personne qui veut écouter la blague doit signer. Comme quoi, il prend ses risques. Bien sûr, il y a la télévision et il y a l'ambulance pour envoyer les morts à un cimetière. Vous voyez maintenant la scène. Bon, les grands Marrakechis sont venus, des experts, et on les emmène à la cimetière. Et il y a un monsieur, ce qu'on appelle Merdah Naya, c'est-à-dire un soldat déjà. Alors lui, il est rentré, il est sorti vivant. Il est sorti vivant. Bien sûr, deuxième caméra et tout ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu n'es pas décédé alors que les Marrakechis sont tous partis au cimetière? Écoutez, ce sont des soldats. Le lendemain, ils l'ont trouvé mort chez lui. Ah, il a compris. C'est un effet retard. Il a compris la blague 24 heures après. Il est resté en train de rire jusqu'à la mort. Voilà, ça revient. Merci. Donc, on va commencer. Donc, on va parler du conditionnement en pré-greffe. En fait, la greffe de moelle, c'est un traitement curatif pour un grand nombre de déficits immunitaires. Donc, ça permet de faire guérir le déficit. Sauf que le groupe de déficit immunitaire, c'est un groupe très hétérogène.
Et en fait, c'est pour cela qu'il n'y a pas de protocole pré-greffe qui sont vraiment standardisés pour tout le monde. Donc, les protocoles de greffe, ça change d'un déficit à un autre et même dans la même maladie, ça peut changer d'un patient à un autre. Là, c'est schématiquement donc, la procédure de la greffe et le conditionnement, il est au centre. En rouge, il est obligatoire pour préparer le patient à acquérir la nouvelle moelle. Ça va préparer le lit pour la nouvelle moelle et ça va réduire le risque de réaction de greffon contre l'hôte et réduire le risque de rejet de greffe. Et en fait, on cherche une balance entre donneur et receveur. Pourquoi c'est important de choisir le bon conditionnement? Parce que si on donne un conditionnement qui est très intensif, on risque d'avoir une grande toxicité. C'est très toxique. Il risque de mourir même le patient. Et si on donne un conditionnement qui est très réduit, il y a un risque de non-prise de greffon et de rejet. Les immunosuppresseurs, kiff. Si on intensifie l'immunosuppression, il y a un risque très important d'infection. Et si on réduit l'immunosuppression, il y a un risque de réaction de greffon contre l'hôte. Donc, le défi, c'est de trouver l'équilibre entre ces différentes complications. Donc, il y a plusieurs facteurs à considérer. Premier facteur, c'est le donneur. Est-ce qu'il y a un donneur géno-identique disponible ou non? Deuxième facteur, est-ce que c'est le type de déficit immunitaire en lui-même? Troisième facteur, c'est l'âge du patient. Parce qu'il y a des molécules, les petits nourrissons, donc ils ne peuvent pas supporter que c'est très toxique parfois pour eux. Et quatrième facteur, c'est l'état du patient en pré-greffe. C'est ce qu'il y a une atteinte d'organes, est-ce qu'il est dénutri, il a une insuffisance rénale, il a une atteinte hépatique sévère. Tout ça, il faut les prendre en considération quand on décide et quand on discute le conditionnement. On va commencer par le donneur, donc ça influence énormément le choix du conditionnement. Idéalement, c'est un donneur qui est géno-identique parmi la fratrie, 10 sur 10. Là, il y a moins de risque de rejet, moins de risque de GVH, mais juste il faut faire attention quand le donneur il est intrafamilial, ce sont des maladies héréditaires, il faut, surtout si c'est un frère ou sœur, donc il faut rechercher la maladie chez le donneur. Donc pour ne pas greffer un patient par un autre patient qui ne s'est pas encore manifesté. Les différentes options donc, thérapeutiques, le conditionnement myélo-ablatif, il est intensif et il y a un risque de toxicité, mais un risque plus important de prise de greffon. Le conditionnement réduit, là, il est moins toxique, la chimiothérapie elle est moins intensive, mais on risque d'avoir un chimérisme qui est mixte. Et troisièmement, le conditionnement qui est non myéloablatif, qui est immunosuppresseur, là c'est un conditionnement qui est purement immunosuppresseur. C'est vrai, c'est beaucoup moins toxique, mais il y a un risque de rejet qui est très important. Là, il y a des recommandations, en réponse à votre question, il y a des recommandations de le BMT-Lysite, donc des recommandations publiées en 2020, et ça sépare en fait des protocoles classés de A à F. Le premier protocole, c'est le protocole myélo-ablatif, c'est à base de busulfan, donc c'est le protocole A, avec de la fludarabine à une très bonne dose optimale. Le protocole B, il est aussi myélo-ablatif, mais ça utilise le triosulfan qui est un peu moins toxique. Les conditionnements type C et D, c'est de conditionnement réduit, c'est à base de busulfex et fludarabine, ou triosulfan et fludarabine, mais à des doses plus réduites que le A et le B. Et les deux conditionnements E et F, ce sont des conditionnements immunosuppresseurs non myéloablatifs. Il n'y a pas de busulfex dedans, il n'y a pas de triosulfan, c'est juste de la fludarabine, plus soit mylphalan ou endoxan. Donc, je vais passer rapidement sur les médicaments, mais juste pour les citer, le busulfex, il est myéloablatif. Et il faut faire attention à la dose prescrite, ça dépend du poids du patient. Et idéalement, il faut faire un monitoring pour avoir la fourchette thérapeutique pour ne pas être toxique et ne pas être inefficace. Triosulfan, c'est moins toxique, c'est vrai, mais il faut vérifier le chimérisme à long terme. Il est aussi myélo-ablatif. La fludarabine, en fait, c'est toujours en association avec soit dans les conditionnements myélo-ablatifs ou réduits, avec soit la fludarabine, soit triosulfan. Thiotepa, c'est un agent alkylant
qui est utilisé en combinaison avec soit triosulfone, soit fludarabine. Et c'est en fait, il a une action, il dépasse la barrière neuroméningée, donc il est intéressant dans les déficits immunitaires avec atteinte neuroméningée tels que les lymphohistiocytoses familiales avec activation neuroméningée. Donc, il est intéressant dans ce cas. La cyclophosphamide en pré-greffe, dans les conditionnements myéloablatifs est réduit, elle n'est plus utilisée, elle est complètement remplacée par la fludarabine dans les nouvelles recommandations. Par contre, elle garde sa place dans les conditionnements immunosuppresseurs, là où on a une maladie avec en fait défaut de réparation de l'ADN, telles que la maladie de Fanconi ou le syndrome de Neige-Migène et d'autres donc maladies avec cassure de l'ADN. Là, on ne peut pas donner ni bisulfex ni triosulfone, on donne la fludarabine associée à l'endoxan, mais à des faibles doses inférieures à 40 mg par kilo par jour. Et là, on voit la différence du survie quand on réduit les doses. Le mélphalan, il n'est pas toxique, c'est vrai, on peut l'associer à la fludarabine, mais à long terme, il y a une prise qui va, plutôt une perte progressive de chimérisme, donc il n'est pas trop intéressant. La sérothérapie, donc le sérum antilymphocytaire, l'anti-CD52, l'action c'est en fait pour prévenir le rejet et prévenir la réaction de greffon contre l'autre. C'est obligatoire lorsqu'on a un mismatch entre le donneur et le receveur, et aussi à l'exception du SCID, et aussi il peut être intéressant lorsqu'on a un donneur géno-identique, si on a des phénomènes inflammatoires qu'on veut maîtriser avant la greffe. La réaction de greffon contre l'autre, donc, c'est une complication majeure de la greffe de moelle et le risque augmente lorsqu'on a un mismatch entre donneur et receveur. Donc, si on n'a pas de mismatch, en général, c'est les inhibiteurs de la calcinurine, la cyclosporine, plus un autre agent, soit méthotrexate, soit mycophénolate. Et si on a un mismatch, là, il faut faire une T-déplétion. Et la T-déplétion, actuellement la plus utilisée, c'est la déplétion TCR-alpha-bêta ou bien la cyclophosphamide en post-greffe. Et là aussi, il y a des recommandations de l'EBMT sur la greffe haploïdentique. Donc, les deux principaux éléments que je veux souligner, c'est que la sérothérapie, elle est obligatoire. Et deuxièmement, la T-déplétion aussi, elle est obligatoire. On peut la faire par TCR-alpha-bêta, mais elle n'est pas disponible en Tunisie ni en Afrique. Par contre, la cyclophosphamide en post-greffe, c'est très facilement donc réalisable. C'est 2 doses de cyclophosphamide qu'on donne à J+3 et J+4. Et ça permet une T-déplétion in vivo très efficace avec des résultats importants, très intéressants. Là, il faut penser à associer le rituximab dans les déficits immunitaires. Ça améliore la prise sur les lymphocytes B par la suite. Il y a différentes plateformes de greffe haploïdentique. En Tunisie, on utilise la 3e plateforme basée sur la cyclophosphamide en post-greffe. Là, je vais commencer par le premier cas clinique, Farah, à l'âge de 15 jours. Donc, on fait le diagnostic d'un déficit immunitaire combiné sévère. Elle a déjà un frère, pourquoi c'est aussi rapide? Elle a déjà un frère qui est décédé à l'âge de 6 mois par une BCG disséminée. Elle avait un SCID et Farah, donc, elle avait une mutation du gène RAG. Elle n'avait pas de donneur et la mère et le père, ils étaient 6/10e, un mismatch 6/10e. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer comme option thérapeutique? Est-ce qu'on va attendre pour un donneur à partir du registre international, non disponible en Tunisie ni en Afrique? Donc, 2, est-ce qu'on fait une greffe en urgence haploïdentique? Est-ce qu'on va conditionner? On ne va pas conditionner. Est-ce qu'on va donner de la sérothérapie ou non? Donc là, attendre un donneur à partir du registre, ce n'est pas très adéquat pour un SCID, c'est une extrême urgence. Donc, et là, ça prend beaucoup de temps pour consulter le registre et il faut envoyer le patient à l'étranger. Une greffe immédiate haploïdentique paraît beaucoup plus intéressante et c'est recommandé dans les recommandations de l'EBMT. Et le conditionnement, là, dans ce cas, il doit être réduit parce que là, on n'a pas vraiment besoin d'un chimérisme 100% donneur. Un chimérisme mixte peut suffire dans les SCID et on a beaucoup moins de toxicité avec le conditionnement réduit. Donc, Farah, elle a eu son conditionnement avec de l'endoxan post-greffe et ça s'est très, très bien passé. Maintenant, elle a sa tante, elle va très bien, elle est asymptomatique, elle est guérie de SCID. Et d'ailleurs, maintenant, il y a plusieurs cas greffés avec ce protocole et on est à une survie de 90% à 5 ans dans les SCID avec ce protocole. Les recommandations donc, de l'EBMT et les IT pour la greffe dans le SCID, si on n'a pas de donneur, si c'est mismatch donc entre donneur et receveur, il faut conditionner dans tous les cas. Et dans tous les cas, c'est un conditionnement réduit, C ou D. Si on a un donneur,
kiff, il vaut mieux conditionner dans tous les cas, avec la possibilité de ne pas conditionner dans les skids hyper B et des ADA. Mais il faut faire attention, c'est au prix d'une mauvaise prise sur les baies par la suite, avec une hypogammaglobulinémie prolongée. Ils vont nécessiter des perfusions d'immunoglobulines à long terme. Donc, il vaut mieux d'ailleurs, dans le service, on conditionne tous les patients SCID avec un conditionnement réduit. Deuxième cas, Maïssa, 4 mois, elle a un syndrome d'Omen. Là, c'est le tableau clinique, donc pour gagner de temps, je ne veux pas donc citer tous les signes, mais surtout syndrome d'Omen qui est confirmé, et son frère, il est génoïdentique, il a 9 ans. Alors, comment on va conditionner Maïssa? Est-ce qu'on va la greffer immédiatement? Est-ce qu'on va donner de l'immunosuppression avant? Est-ce que ça sera un conditionnement réduit ou myélo-ablatif? Donc là, on ne peut pas greffer immédiatement alors que les phénomènes inflammatoires sont très actifs. Donc là, c'est indiqué une immunosuppression pour mettre en rémission la peau. Ici, en plus, il y a des phénomènes d'activation ou de signes digestifs. Il faut le mettre en rémission. Et puis, passer à la greffe pour maximiser les chances de prise de greffon et réduire le risque de réaction de greffon contre l'autre. Là, le conditionnement, il est obligatoire dans le syndrome d'Omen, mais aussi, c'est un conditionnement réduit. On n'a pas besoin d'un conditionnement myélo-ablatif, mais il faut faire attention, il y a beaucoup de toxicité après. Troisième cas, donc Maïssa, elle a été greffée, elle va très très bien. Donc troisième cas, c'est un docuite, c'est une fille âgée de 9 ans. Là, le tableau clinique complet, avec le molluscum contagiosum partout. Et donc, on a planifié une greffe géno-identique à partir de son frère. Donc, son frère, il était géno-identique. Donc, comment on va procéder pour le conditionnement? Même question. Donc, je vais passer aux réponses directement. Là, le conditionnement ne peut pas être réduit. Dans le docuite, donc c'est un conditionnement qui est myélo-ablatif, donc avec la prophylaxie de la GVH par cyclosporine et méthotrexate par la suite. Donc elle a été greffée, elle anime et elle va très très bien avec guérison rapide, nettoyage, aggravation des lésions cutanées le premier mois et puis nettoyage complet des lésions cutanées. Et on voit aussi ici la normalisation des taux des IgE et des eosinophiles. Là, c'est son conditionnement détaillé. Donc je vais passer. Quatrième cas. Donc, Safouane, il a un syndrome de Wiskott-Aldrich. Et Safouane, donc, il n'a pas de donneur géno-identique. Donc, on a décidé une greffe haplo-identique à partir de son frère. Donc, quelles sont les options thérapeutiques chez Safouane, qui a un syndrome de Wiskott-Aldrich? Comment on va le conditionner? Là aussi, un conditionnement myélo-ablatif, il est obligatoire. D'ailleurs, ce sont les recommandations pour tous les déficits immunitaires combinés. Hors SCID, il faut faire un conditionnement myélo-ablatif. Pourquoi? Parce que il est préféré, cette myéloablation, elle est préférée parce qu'on a une immunité résiduelle et la myélopoïèse, elle est intacte. Donc, on a besoin d'une myéloablation forte pour permettre un chimérisme qui est complètement donneur par la suite. Parce que, par exemple, dans le syndrome de Wiskott-Aldrich, un chimérisme mixte n'est pas suffisant du tout. Donc, il ne résout pas le problème. Donc, il faut avoir un chimérisme complet. Quand est-ce qu'on fait un conditionnement réduit? Lorsqu'on est vraiment obligé, il y a beaucoup d'atteintes hépatiques, rénales, une infection qui est en cours. Là, on est obligé de faire un conditionnement réduit avec un résultat qui peut ne pas être trop garanti. Puisque c'est une greffe haplo-identique, bien sûr ici, donc il a eu de la sérothérapie et on a associé le rituximab en pré-greffe avec la cyclophosphamide en post-greffe, avec la prophylaxie de la GVH par cyclosporine et MMF à partir de J+5 pour ne pas gêner l'action de la cyclophosphamide à J+3 et J+4. Mais surtout, dans les déficits immunitaires combinés, il faut essayer de contrôler le maximum de complications avant la greffe, donc l'auto-immunité, les infections virales, les infections bactériennes et tout. Farid, il a 3 ans. Il a une granulomatose septique chronique qui a été diagnostiquée à l'âge de 11 mois. Et il a fait sa BCGite, on l'a traité, et il a fait un abcès au niveau du foie, et puis il a fait une aspergillose, donc à l'âge de 30 mois, et on a diagnostiqué aussi une colite inflammatoire, on a éliminé les causes infectieuses, donc on a planifié une greffe de moelle, et il avait sa mère, en fait, et en fait, c'est pas sa sœur, c'est son frère,
donc qui étaient tous les deux, sa sœur, pardon, qui étaient Hachala identiques, donc mère et sœur, Hachala identiques. Donc, mais on a dû attendre que sa sœur atteigne l'âge de 2 ans pour pouvoir la prélever et pour faire la greffe. Donc, comment on va procéder chez Safwan? Je passe aux réponses pour gagner du temps. Donc, est-ce qu'on va donner des immunosuppresseurs avant? Oui, parce que c'est obligatoire de mettre en rémission l'atteinte inflammatoire granulomateuse pour maximiser les chances de réussite de la greffe et pour diminuer le risque de GVH digestif par la suite. Deuxièmement, pourquoi on n'a pas greffé immédiatement à partir de la mère? Pourquoi on a dû attendre? 2, parce que c'est l'IALIX, donc dans la granulomatose l'IALIX, les hétérozygotes, les mères peuvent développer par la suite des phénomènes inflammatoires et des phénomènes d'auto-immunité. Donc, il vaut mieux éviter les mères, sauf si on est obligé. Il faut vérifier tout d'abord si elle est atteinte. 2, et un conditionnement qui est réduit, il est recommandé dans la granulomatose septique chronique, on n'a pas besoin de conditionnement myéloablatif. Un conditionnement réduit, il est normalement suffisant pour avoir une fonction normale des neutrophiles par la suite. Certaines équipes préfèrent faire une myéloablation complète quand même pour avoir le maximum de chimérisme par la suite. La sérothérapie en pré-greffe, là, elle est très recommandée, elle est fortement recommandée dans la granulomatose septique chronique. Lorsqu'on a un mismatch, ça c'est sûr, c'est pour tous les déficits, mais même si on n'a pas de mismatch, même si le donneur il est géno-identique, il faut donner de la sérothérapie. Pourquoi? Parce que ça aide énormément au contrôle des phénomènes inflammatoires en pré-greffe. Là, c'est le conditionnement de Farid, donc en détail. Ahmed, 7 mois, il a une ostéopétrose. Donc, à 7 mois, c'est un garçon qui a tous les signes cliniques, radiologiques d'une ostéopétrose et elle a été confirmée sur le plan génétique par une mutation, donc surtout une mutation qui ne contre-indique pas la greffe, parce qu'il y a des mutations là où on ne peut pas faire la greffe, elle est inefficace. Donc, c'est une mutation qui indique bien la greffe, il n'avait pas d'atteinte neurodégénérative, donc il était un bon candidat pour la greffe et il avait en plus un donneur qui est géno-identique. Donc, comment on va conditionner Ahmed qui a une ostéopétrose? Est-ce qu'on va réduire une myéloablation complète et comment on va procéder? Là, le conditionnement dans l'ostéopétrose, il doit être myéloablatif. Et idéalement, c'est le maximum, c'est le conditionnement de type A. Donc, c'est la dose complète. Pourquoi? Parce que dans l'ostéopétrose, il y a un risque majeur de rejet de greffe. Donc, il y a un risque majeur de rejet. Il faut conditionner au maximum. Le régime B, des doses, c'est-à-dire basées sur triosulfon au lieu de la fludarabine. Donc là, on peut l'utiliser s'il y a vraiment des atteintes d'organes et on a peur du busulfex, on peut aller au triosulfon. Il n'est pas disponible là, donc partout. Après, la prophylaxie de la GVH, c'est cyclosporine plus autre chose, méthotrexate. Et la sérothérapie, non, elle n'est pas nécessaire. Donc, sauf s'il y a un mismatch entre donneur et receveur. Et puis, il faut surtout faire attention aux complications post-greffe, telles que la maladie veno-occlusive, l'hypercalcémie immédiate en post-greffe, lorsqu'il y a une prise de greffon et l'atteinte pulmonaire. Abdelhaq, donc, il est admis à 1 mois. Il avait un syndrome d'activation macrophagique très sévère et donc, le diagnostic de lymphocytose familiale par mutation MANC13, 4 a été fait. Il a déjà 2 frères décédés auparavant. Et il a été mis sous protocole HLH et on a décidé la greffe haplo-identique. Il n'avait pas de donneur géno-identique. Même question, comment on va conditionner donc Abdelhaq qui a une lymphocytose familiale? Tout d'abord, donc, la greffe doit être faite en urgence. Dès le diagnostic, non, ça c'est faux parce qu'on doit le mettre en rémission tout d'abord. On ne greffe pas une lymphocytose familiale qui est active. Donc, on va mettre en rémission le syndrome d'activation par le protocole HLH, et puis passer à la greffe. Donc, 2, il y a une toxicité très élevée, surtout risque de maladie veno-occlusive, elle est très fréquente dans la lymphocytose. Donc, il vaut mieux avoir des fibrotides qui n'est pas toujours disponible aussi pour prévenir la maladie veno-occlusive. Troisièmement, le conditionnement peut être A, B, C ou D, donc myéloablatif ou réduit. Ça dépend de l'état du patient et du risque de toxicité chez ce patient. Mais en général, un chimérisme vers 30-40%, il est suffisant pour avoir une guérison de la maladie.
La sérothérapie, donc oui, sérothérapie est intéressante, même s'il y a un donneur géno-identique. Pourquoi? Parce qu'elle va aider au contrôle des phénomènes d'activation lympho-histiocytaire. Donc, elle est indiquée dans le conditionnement. Là, c'est le conditionnement de Abdelhak, donc avec du Maptera au début, puisque c'était une greffe haploïdentique, avec la sérothérapie, et de l'endoxon en post-greffe. Makram, il a 16 ans. Et c'est un déficit en LRBA, un tableau typique de l'RBA est 20, s'il a fait un diabète, il a une atteinte hépatique, il a des abcès cutanés. Donc, le Holexome, il a donc montré une mutation à l'RBA et on a décidé de la greffer. On a essayé d'avoir la batasept au début parce que ça peut maîtriser les symptômes et on n'a pas réussi à l'avoir. Donc, on a décidé la greffe. C'est à partir de son frère qui était géno-identique. Il avait une colite, il avait une colite inflammatoire. Donc, comment on va conditionner Makram qui a un déficit en LRBA. Je passe aux réponses directement. Donc là, un conditionnement immunoablatif, non. Si possible, s'il était en bon état. Mais là, il a déjà un diabète, il a une colite, donc il ne va pas bien. Donc, on ne peut pas donner un conditionnement myéloablatif complet. Donc, c'était un conditionnement réduit. Donc là, ce sont les recommandations pour tous les déficits immunitaires avec dysrégulation immunitaire, y compris CTLA4, LRBA. Et là, le conditionnement réduit, il est préféré s'il y a une atteinte d'organes déjà présente. Un chimérisme mixte, il est souvent suffisant, sauf s'il y a une mutation de gain de fonction. Là, il faut avoir un conditionnement qui est myéloablatif parce qu'on a besoin d'un chimérisme qui est 100% donneur, sinon il n'y aura pas guérison de la maladie. Sinon, en dehors de ça, un conditionnement réduit peut suffire. Et les thérapies ciblées, telles que la batasept, sont très intéressantes qu'on prend avant la greffe pour maîtriser la symptomatologie. Faites attention toujours au donneur, il doit être sain, il doit être vraiment sain, ne pas porteur de maladie et qu'il va développer par la suite. Là, c'est le conditionnement. Comment? Idéalement, mais on ne l'a pas toujours, mais au moins qu'il soit complètement asymptomatique avec un petit bilan immunitaire. Là, c'est le conditionnement de Makram en détail. Et j'arrive à la conclusion. Je suis à 20 minutes. Donc, j'arrive à la conclusion. Donc, choisir le conditionnement, c'est complexe, c'est une décision très difficile. Donc, ça ne se prend pas par une personne. C'est un staff, c'est une décision. C'est différents avis pour choisir le conditionnement le plus approprié. Donc, il faut considérer tous les facteurs. Donc, pas seulement la maladie, le patient, son état actuel, réactualiser l'état du patient à chaque fois. Donc, c'est une décision qui est très bien réfléchie. Et surtout, il faut suivre le patient de façon étroite en post-greffe immédiat, le suivre à long terme parce qu'il y a des complications qui apparaissent tardivement. Et je vous invite à lire ces recommandations, donc qui est de l'EBMT-ISID, sur le choix du bon conditionnement. Bon, ce sont les recommandations de la greffe en général, mais y compris le conditionnement dans les déficits immunitaires primitifs. Et je finis par remercier, bien sûr, Dr Bjewi, donc, qui est le fondateur du centre de soins, de traitement et de diagnostic des déficits immunitaires. Il a mis ça en place depuis 1998, donc ça fait longtemps en Tunisie. Toute l'équipe, donc médicale et paramédicale, tous nos collaborateurs, donc nationaux et internationaux, et Dr Aziz Bousfiha, bien sûr, et tous les membres de l'ESID. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour Dr Oudiri pour cette présentation excellente, claire et précise. On vous remercie et on vous propose des questions à la salle. Vous avez des questions? À la fin? Je pense que pour profiter mieux de notre oratrice. Alors, comme a dit, je rejoins M. Bousfiha pour sa question. Effectivement, l'RBA, ça peut, c'est-à-dire le patient, le donneur qui est âgé actuellement de 6-10 ans, il peut paraître totalement sain. Aucun signe, il peut le développer 20 ans, 30 ans après. Et donc, est-ce que ça peut pas être plus précautionneux de passer carrément par la génétique si on peut? C'est-à-dire, on peut greffer à partir d'un donneur qui peut développer des signes après et on ne sait pas ce qu'on a greffé. Idéalement, c'est faire l'étude génétique, faire le screening génétique pour s'assurer que le donneur est sain. Mais parfois, ce n'est pas faisable. Donc, si vraiment ce n'est pas urgent, il est peu symptomatique, on peut attendre la génétique. Si vraiment c'est une urgence, il faut prendre le maximum de précautions, faire un bilan immunitaire minutieux, examiner l'histoire du donneur pour s'assurer de maximum de précautions. Donc, parfois,
on n'a pas vraiment le temps d'attendre. Mais idéalement, il faut attendre si le patient le permet, bien sûr. Ouais. Mais au moindre doute, Actuellement, il faut laisser tomber ce donneur. Il faut passer en appelant identique, quoi, dans ce cas. effectivement. Une autre question, alors qui m'a échappé, mais bon. La troisième, toujours. Est-ce que vous avez un recul parmi par rapport aux CAR 1002? Est-ce que vous en avez greffé déjà? Non. Sincèrement, dans notre série, non. Ouais, ouais. Parce qu'on a quelques malades et ça nous pose problème, effectivement, dans la prise en charge. Mais dans la recommandation, vous avez des détails pour ça. Ouais, Ouais. ouais. Là, je vous On voit renvoie ça comme ça. vers les recommandations de l'EBMT. Parfait. Une dernière question par rapport à la sœur du CGD. Alors, comment vous avez eu la confirmation comme quoi elle n'est pas aussi, elle, vectrice? Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez fait un NBT pour voir est-ce qu'elle est... MBT et on a complété par DHR, Oui, et elle qui est était... beaucoup plus spécifique, quoi. Elle C'était était... normal. Parfait. OK, merci. D'ailleurs, tout donneur, on complète, même si c'est un garçon, même si c'est un adulte, on fait obligatoirement l'MBT en pré-greffe pour le donneur de galactose-septique chronique, pour éliminer la maladie. Pardon, une petite question. Docteur Woldiri, Oui. pour l'aplo identique. Ok. Pour l'aplo, alors, vu les résultats maintenant de l'aplo, est-ce qu'on peut la préférer par rapport à un génome identique qui est d'un poids qui est moindre ou là, qui pose des problèmes? Je sais que génome identique, c'est en premier, mais des fois, on a une différence de poids qui est très, très, très grande. Des fois, il y a une réticence de la famille, dit que je peux pas donner à notre enfant pour une sédation ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on doit Alors là, je aller suis vraiment désolée plus parce que facilement vers le génome l'aplo? identique, ça reste le gold standard. Ok. Ça reste le gold standard, sauf si le donneur, donc c'est très urgent, c'est un skid par exemple, il faut greffer en urgence, et le donneur il est encore petit, on ne peut pas le prélever. Là, on ne va pas l'attendre, bien sûr, on va greffer en aplo identique. Mais sinon, s'il est éligible à un don de moelle, s'il est au-delà de 2 ans, donc il vaut mieux greffer en génome identique, il y a moins de risques. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas, est-ce que Madame Sarah Ben Miloud a une question ou une intervention? Votre micro, il est toujours fermé, Madame Ben Miloud. Veuillez l'ouvrir, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous entendre. Oui. Alors, je peux la présenter. Alors, on a le plaisir d'avoir avec nous le professeur Sarah Ben Miloud, chef service du Centre d'hémato-oncologie pédiatrique CHU de Fès. Il a une présentation, c'est ça? D'accord. On a le plaisir qu'il soit avec nous dans la modération de cette session. Il est toujours... Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, oui, on vous entend. Juste une question par rapport à la greffe haplo-identique. J'aimerais bien savoir, est-ce que en Tunisie, vous avez assez de recul et une expérience? Parce que là, le problème, effectivement, la génome identique, ça reste le code standard et la meilleure. Mais malheureusement, parfois, comme vous l'avez bien dit, soit on est devant l'extrême urgence, soit l'enfant n'a pas un donneur génome identique, soit la famille. Et ça, on est confronté, ils disent on ne peut pas sacrifier un deuxième enfant, ils ont peur, ils ne peuvent pas attendre. Et j'aimerais bien savoir si vous avez un recul par rapport à l'aplo identique. C'est la même question, je pense. Je crois que c'est la même question. Donc, le génome identique, ça reste toujours le gold Le génome standard. identique, oui. Sauf s'il y a urgence. Est-ce que vous avez une expérience? Est-ce que vous Est-ce que avez vous déjà avez- réalisé des aplo identiques et C'était quoi ta question? dans les systèmes sanitaires, et c'est-à-dire Oui, bien quel sûr. était Donc, votre- là, maintenant, on est à plus que 50 cas de patients greffés en aplo identique avec de l'endoxon en post-greffe. Donc, on a des très, très bons résultats. Les skids, c'est les meilleurs. Hein. C'est première place. Ouais. Ouais. D'autres questions? Il y a une question, je pense. Merci, professeur Boussouira. Merci, Madame la Présidente, et merci au professeur Kedermi. J'ai deux petites questions. La première, c'est quelle est votre expérience par rapport à la greffe sans conditionnement? Est-ce que vous avez eu à greffer des enfants sans conditionnement? La deuxième, est-ce que l'idée selon laquelle les patients déficit immunitaire qui ont des risques de cassure chromosomique comme les ataxies, est-ce que c'est toujours d'actualité de ne pas les conditionner?
Donc, Merci. Fanconi, pour je la pense. première question, justement, pour la première question, oui, il y a 4 patients qui n'ont pas eu de conditionnement. Donc, c'était des skids. Donc, il y a 2 patients très anciens. Il y a 2 patients, il y avait maintenant 6 ou 7 ans. Donc, la prise de greffon, elle n'est pas, elle est satisfaisante au début. On s'est rassuré au début, c'est bon, tout va bien. Mais ils ont gardé, la première patiente, elle a gardé des besoins en immunoglobuline, donc elle a gardé une hypogammaglobulinémie prolongée. Et la deuxième patiente, Nihel, vous la connaissez, donc le chimérisme, elle a perdu progressivement le chimérisme et on va la regreffer bientôt parce qu'elle recommence à faire des infections. Et là maintenant, comme je l'ai dit dans la présentation, on conditionne tous les skids. On conditionne tous les skids, mais un conditionnement qui est réduit. Je peux apporter un complément? Alors, brièvement, nous, on a commencé juste par les skids sans conditionnement. Actuellement, on a 6 cas depuis 2010 qu'on a commencé. Et donc, curieusement, en fait, tous les patients, effectivement, ils n'ont pas la prise de greffon comme vous dites. Ça, c'est tout à fait normal. Les lymphocytes, on trouve toujours une lymphopénie, mais ils sont off IVIG. En fait, ils ne demandent rien. Pas d'infection, pas de perfusion, pas d'antibioprophylaxie. Ils sont très très bien. Le plus vieux, en fait, il a 13 ans actuellement et il se porte bien. Donc, même avec un petit chimérisme, Oui, bon, ça il peut se être porte bien. suffisant dans le ski. C'est pour cela qu'on Effectivement. doit réduire au maximum le Il y a conditionnement. même un cas en fait qui était en fait celui de Rabat où il y avait en fait une discussion avec professeur Neven Bénédicte. Il nous a dit il faut regreffer, mais il est toujours bien portant. Mais il faut le suivre de près. Ah ben Parce oui, que oui, oui. Parce que Nihel, par exemple, elle a mis 4 ans sans infection et puis elle a recommencé de nouveau. Oui, Donc, bien il faut sûr, les suivre bien à long sûr. terme. Voilà, je pense. Oui. Juste pour répondre à la deuxième question du professeur Hindou Salamata sur les déficits immunitaires avec cassure de l'ADN, il y a un certain nombre de pathologies, il y en a qui peuvent être greffées avec un déconditionnement très spécifique et allégé. Mais pour l'ataxie télangiectasie, qui est une maladie très rare, neurodégénérative, dans laquelle il peut y avoir un déficit immunitaire, mais ce n'est pas la majorité, mais quand même, il y a dans de très rares cas eu des greffes de moelle osseuse. C'est une maladie dans laquelle on ne peut pas donner n'importe quel médicament, sinon c'est très très toxique. Et d'une manière générale, comme il n'y a pas de déficit immunitaire, on ne va pas les greffer. D'accord? Ou quand il n'y a pas de déficit, c'est très rare qu'il y ait un déficit immunitaire très, très, très sévère. On a eu des cas de SCID qui se sont révélés être des ataxies télangiectasie. Vous savez qu'on peut le dépister par le newborn screening, le dépistage néonatal avec les TREX. Donc ça, c'est une pathologie, c'est pas en haut de la liste, mais ça peut arriver. Et nous, ça nous est arrivé. Voilà. Et donc, on a évidemment pas greffé cette patiente tout de suite. On a attendu un petit peu, puis finalement, on l'a greffé quand même avec un conditionnement très très léger. Et puis, il y a quelques publications de greffe dans les suites d'une leucémie ou d'un lymphome. Le problème, c'est que il y a une neuroinflammation liée au conditionnement et liée à la greffe en soi qui va faire que potentiellement l'atteinte neurologique va s'accélérer. Donc voilà, c'est pas du tout dans les recommandations, mais vous pourrez trouver quelques expériences publiées. Ok, merci Dr Nizar, merci Madame El-Ouadrni pour cette excellente et brillante présentation. Donc je vais passer le micro pour présenter le dernier orateur. Le dernier, c'est lequel? Je n'ai rien sur lui. C'est le même Nizar, non? Alors, nous allons accueillir notre ami pour une deuxième fois dans la matinée. Nizar, il est référent au niveau du centre de référence présentielle de déficit à l'hôpital Necker. Ensuite, il a beaucoup de références en termes de publication. Et il est aussi, on va dire, un consultant par rapport à tout ce qui est déficit immunitaire au sein de l'hôpital Necker et aide beaucoup plus les personnes vivant avec les déficits immunitaires. Il a un background qui est bien rempli. Merci.
Merci beaucoup. C'est très gentil de me présenter comme ça. Je ne savais pas que j'avais pas compris que j'étais le dernier orateur. Donc je vais respecter mon temps. J'ai déjà commencé le chronomètre. Comme ça, voilà. Donc on va vraiment, je vous promets qu'on sera à l'heure. Alors je vais commencer par, donc Sketid, c'est une base de données, c'est un registre européen que j'ai voilà, dont je suis, enfin en tout cas oui, dont je suis responsable, qui veut dire Stem Cell Transplantation for Immunodeficiencies in Europe. Donc c'est européen. Et on a publié l'année dernière avec justement ah non, c'est le d'avant. Voilà. Avec Lancaster là, qui est aux Pays-Bas et qui est celui qui coordonne le groupe Inborn Error of Working Party et qui publie régulièrement les guidelines sur la transplantation, les conditionnements. Et avec d'autres auteurs, la liste n'est pas exhaustive. Je n'ai pas encore compris comment ça marche. Et donc, vous voyez, là, c'est la cohorte de patients SCID greffés en Europe entre 2006 et 2014 et qui ont survécu, enfin, et on a regardé le long-term outcome. Et vous voyez que globalement, il y a beaucoup de patients qui sont décédés, donc 106 sur 540 patients greffés sur cette période. Donc vous voyez que c'est encore des maladies très graves et que la greffe ne marche pas dans 100% des cas, loin de là. Et heureusement qu'avec le newborn screening, on fera beaucoup mieux. Alors, c'est essentiellement des infections, mais il y a aussi des causes de décès non infectieuses, la GVH, la toxicité, etc. Donc, pourquoi je vous parle de ça dans la qualité de vie, qui est le sujet qu'on m'a demandé de traiter, c'est pour vous dire que d'abord, pour avoir une qualité de vie, il faut vivre. Ça paraît évident, mais voilà. Donc je pense que et pour rappeler que c'est quand même encore la greffe de moelle osseuse, ça n'est pas évident. Il faut vraiment que ça soit fait dans des équipes qui ont une expérience et une expertise. Les deux mots ne sont pas synonymes. Il faut vraiment avoir les deux. Et on l'a bien vu. Donc là, c'était quoi ces patients? C'était des SCID. On les avait classés en 3 groupes, ADA, IL2, JAK3, IL7 et le troisième groupe, RAG 1, 2 et Artemis. Et puis les autres, alors autres, c'était des causes génétiques mineures ou alors pas de cause génétique connue au moment, enfin en tout cas aux dernières nouvelles. Et puis là, on a regardé un élément souvent dans les courbes de survie, enfin on va voir overall survival. Donc on revient à on vit ou on vit pas. En gros, c'est binaire. On est vivant ou on n'est pas vivant. Mais la question, nous, ce qu'on veut faire de plus en plus, évidemment, c'est OK, il faut aussi savoir s'ils vivent en bonne santé physique. Et donc ça, globalement, c'est l'EFS. En anglais, ça veut dire Event Free Survival. Ça veut dire que c'est la survie sans événement. Alors après, on peut définir les événements un peu comme on veut. Ça peut être notamment en oncohémato, l'absence de rechute de la leucémie ou du lymphome, d'accord. Nous, là, ce qu'on a mis, c'est l'absence non seulement de rejet ou de GVH ou d'infection, et en revanche, ils peuvent continuer à avoir besoin de Bactrim et ou d'immunoglobulines. Mais voilà, il y a des... Donc on essaye de donner ça. Et donc on a fait des analyses multivariées et qui vous disent globalement que ce qui joue le plus, comme toujours, c'est la présence d'infections pré-greffe. Ça c'est absolument fondamental. Donc le délai diagnostique grève le pronostic, la survie, mais aussi la qualité de vie. Le choix du donneur. Et puis voilà. Donc globalement, c'est les mêmes estimations de risque de hazard ratio entre l'OS et l'EFS, mais évidemment pas tout à fait les mêmes, mais c'est les mêmes ordres de grandeur. Alors après, on a regardé ceux qui avaient survécu et donc ceux qui avaient une cause génétique identifiée. Donc on a regardé, ça fait 152 et on les a classés en alive and well, with or without immunoglobulin therapy. Ceux qui ont des problèmes cliniques, ça peut être des problèmes infectieux essentiellement, mais il y a d'autres problèmes, je vous les montrerai juste après. Ceux qui sont vivants mais qui ont des séquelles de pré-greffe ou de péri-greffe, et puis les late deaths, les décès tardifs, vous voyez, il y en a quand même 8, hein, c'est quand même important. Et on a regardé ça, donc vous voyez que là, en fonction de
du sous-type génétique, il y a quelques variations. On voit bien que les Artémis, par exemple, peuvent faire un peu plus de complications que les RAG ou que les gamma-C. Mais bon, avec des petits nombres comme ça, c'est toujours un petit peu difficile de trancher. En faisant une analyse de régression logistique voilà, multivariée, on a pu regarder, et c'est la première fois que c'est fait dans l'analyse de outcome de SKID, post-greffe, c'est de regarder non seulement le taux de CD4 à 1 an, mais aussi le taux de CD4 naïf, parce que la qualité de la reconstitution immunitaire, et pour ça le conditionnement est important, mais la qualité de la reconstitution immunitaire jusqu'au lymphocyte naïf joue un rôle, et on a pu démontrer qu'avoir un taux de CD4 naïf supérieur à 0,5 pouvait, à 1 an, avait un effet favorable très fort pour obtenir un devenir positif, favorable, et notamment sur le fait de ne plus avoir besoin de substitution par immunoglobuline après 1 an. Encore des tableaux, pour une dernière présentation, ça fait pas mal de tableaux, mais je crois que c'était important qu'on puisse en parler. On a pu aussi démontrer quels étaient les facteurs en analyse multivariée qui pouvaient permettre d'obtenir le fait d'être vivant et en bonne santé et ne plus avoir d'immunoglobuline à long terme. Et vous voyez bien sûr que le génotype, donc le naïf CD4 T-cells, on vient de le dire, le génotype joue aussi un rôle. Le conditionnement, encore on y revient, ça joue un rôle. Et en revanche, le type de donneur aussi joue un rôle, pardon. Voilà, donc quels sont les problèmes cliniques de ces patients qui ont quand même survécu à la greffe et chez qui on a pu avoir des données? Donc ils sont variés, hein. Ils ont des problèmes cliniques, endocriniens, nutritionnels, hépatiques, pulmonaires, auto-immuns, notamment des cytopénies auto-immunes, quelques cas de néoplasie, 3, et puis dans les séquelles, 40 d'entre eux, donc des retards de croissance en premier, des surdités, alors qui peuvent être multifactoriels, mais bon, des problèmes neuromoteurs ou neurocognitifs, même si dedans, voilà, il y a des déficits en ADA, et on sait que voilà, ça peut aussi être associé au tableau génétique en soi, des problèmes orthopédiques, des infections sérieuses, comme par exemple, et aussi des GVH chroniques persistantes. On a eu besoin de faire une seconde greffe pour 3 patients, et donc je rappelle, 8 décès tardifs. Alors, une fois qu'on a posé un petit peu le contexte, c'est pour les SKID, une autre pathologie pour laquelle on fait beaucoup de greffes et de plus en plus de greffes, y compris chez les adultes. Donc là, on sort bien des SKID en termes de classe d'âge, c'est les granulomatoses septiques chroniques. Et donc, juste quelques papiers de qualité de vie. C'est parmi les premiers déficits immunitaires pour lesquels le devenir post-greffe sur le plan de la qualité de vie a été étudié. Donc, ce papier de nos collègues anglais de 2012 a montré que chez 47 patients qui avaient rempli un questionnaire de qualité de vie bien validé, qui s'appelle le PET-SQL, il y en avait quand même 21 qui étaient en post-greffe, donc qui comparaient les enfants greffés versus non greffés. Et en fonction il y avait aussi un autre questionnaire, le SDQ, et globalement, ils disent que non seulement la qualité de vie rapportée par les enfants eux-mêmes, mais aussi par les parents ou les caregivers, était significativement meilleure chez les transplantés par rapport aux non transplantés. Et ça peut passer par exemple par des histoires comme le fait de récupérer une bonne croissance staturo-pondérale en post-greffe de moelle, parce que souvent les patients avec granulomatose septique sont plutôt petits gabarits, et avec la greffe, ils récupèrent une croissance normale. Et puis pour beaucoup d'enfants, d'adolescents, c'est fondamental pour avoir une bonne estime d'eux-mêmes, une bonne image d'eux-mêmes, et avoir en fait aussi la sensation d'avoir une qualité de vie satisfaisante. Nous, on avait fait un papier multicentrique avec des collègues allemands, et on retrouvait globalement le même niveau de réponse. Et que donc globalement, si la qualité de vie est un sujet important pour des patients, ça peut être un des facteurs à mettre dans l'équation en ce qui concerne la décision de faire une greffe. C'est pas le seul, mais ça peut.
Alors là, c'est un résultat inverse, enfin pas inverse, mais en tout cas différent. C'est nos amis italiens qui ont publié ce papier en 2020. Et je vais juste simplement aller décidément, à la dernière diapo. C'est qu'il n'y avait pas de différence observée entre les greffés et non greffés dans leur cohorte. Donc voilà, en fonction des études, on a des résultats pas tout à fait, qui n'ont pas tout à fait dans le même sens. Et puis je voulais aussi parler du papier de nos amis tunisiens, professeur Bejaoui, Mounia et toute l'équipe. Vous avez publié une expérience en tout cas de survie à long terme post-greffe. Et ça, on a besoin de plus en plus d'avoir ces données-là de survie à long terme, parce que c'est pour ça quand on veut guérir les patients, on ne veut pas non seulement les guérir, souvent on fait survie à 5 ans, mais on a envie de savoir, et les parents nous demandent aussi, oui, mais dans 20 ans, dans 50 ans même. Et donc, très honnêtement, on ne peut pas répondre, puisque les premières greffes, elles ont été faites il y a 50 et quelques années. Donc, de manière tout à fait rigoureuse, on ne peut pas se permettre de dire, dans 80 ans, cet enfant ira très bien. Mais donc, globalement, vous aviez trouvé qu'il y avait une qualité de vie par rapport enfin, voilà, qui était tout à fait décente à partir du moment où la prise en charge est bien menée. Alors, nous, on a mené une étude prospective nationale sur l'ensemble des déficits immunitaires, en tout cas un échantillon très important. Vous voyez, plus de 1500 patients, enfin, interrogés au départ, et puis 900 participants, 2 tiers d'enfants. Ça a été publié, il y a eu 2 papiers, le premier en 2017, qui étudiait la qualité de vie avec un questionnaire qu'on a développé spécifiquement là pour le coup, et on l'a aussi comparé à des questionnaires éprouvés, comme le SF36, et on voit bien que d'abord, chez les patients greffés ou non greffés, par rapport à la population en général, ils ont tous, dans toutes les dimensions, une qualité de vie qui est beaucoup moins bonne, que ce soit le fonctionnement physique, social, la santé mentale, la vitalité. Toutes les dimensions sont franchement moins bonnes que par rapport à la population générale du même âge. Et quand on compare ceux qui ont été greffés par rapport à ceux qui n'ont pas été greffés, eh bien c'est assez étonnant, mais on pensait que la qualité de vie serait meilleure chez les greffés, et ça n'est pas le cas, sauf pour la dimension de la santé générale, de l'état général. Donc c'était une surprise pour nous, donc peut-être que le fait qu'on ait poulé beaucoup de déficits immunitaires différents noie un peu le tableau, mais bon, donc on a creusé. Et puis donc on a publié donc l'ensemble de ces patients-là, y compris donc les adultes, c'est des adultes qui ont eu un déficit immunitaire diagnostiqué dans l'enfance. Donc on a vraiment un long terme outcome pour ces patients. Et donc là, on voit que on a une qualité de vie. Alors si on regarde par sous-groupe, les choses peuvent un petit peu changer, et notamment pour les adolescents. Là, on a statistiquement une qualité de vie qui est un petit peu meilleure que pour les enfants plus petits en post-greffe. Alors là, c'est un papier qui vient de sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, ça y est, on a été informé que le préprint est disponible sur le site de cette revue qui est anciennement BBMT, Biology and Bone Marrow Transplant, et qui a été renommée maintenant TCT pour Transplantation and Cellular Therapy. Et donc, c'est de regarder ceux qui ont survécu, les greffés de cet échantillon-là, qui ont survécu plus de 5 ans. Et donc, on a des patients qui ont survécu, enfin, qui ont 37 ans post-greffe, là, au maximum. Hein, et on a regardé leur qualité de vie. Donc, en gros, pour faire court, pour ne pas vous embêter trop avec des tableaux, mais on a vraiment envoyé des greffes qui remontent à loin, 1976 et les années 80. Alors, ce n'est pas la majorité, bien sûr, parce que c'était les premières greffes, mais on a pu grouper en 2 groupes à peu près égaux en faisant cette dichotomie-là. L'âge à la transplantation, vous voyez, c'est très très jeune, c'est 1 an en médiane, mais ça peut aller jusqu'à 17 ans. En maximum, et l'intervalle entre la greffe et l'étude, c'est 15 ans. Donc on a une médiane de 15 ans de recul, donc ça c'est intéressant.
Ça veut dire que pour 50% de ces patients-là, on a plus de 15 ans de recul. Alors, c'est beaucoup des SCID et des KID. On n'a pas beaucoup d'autres pathologies. Il y a un peu de CGD et un peu de dysregulation, c'est surtout des HLH. Alors, ils ont été greffés avec des mismatchs, des matchs, donc c'est à peu près représentatif de tout. Il y a des myéloablatifs, des RIC, et parfois, pour les SCID notamment, pas de conditionnement. Je vais passer vite, mais il y en a un certain nombre qui ont eu quand même une GVH aiguë et une GVH chronique pour 10-12% d'entre eux, et vous verrez que ça a un impact un petit peu après. Alors, ils ont été, vous voyez, 17% de ces patients ont eu quand même besoin d'hospitalisation au cours de leur suivi, essentiellement pour un tableau d'infection. Et puis, 36% d'entre eux ont besoin d'une antibioprophylaxie permanente, 12% de substitution par immunoglobuline, et puis des thérapeutiques spécifiques d'organes pour un certain nombre d'entre eux, 17% au niveau respiratoire, 14% au niveau endocrinien. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce papier-là? On a pris deux indicateurs majeurs, c'est la santé physique avec 3 niveaux, bonne, moyenne, pas bonne. On a construit ça en prenant des critères cliniques, voilà, et on a mouliné ça dans une approche d'analyse factorielle confirmatoire pour pouvoir savoir si on était sur les bonnes dimensions. Ensuite, on a regardé voilà, on a pris un marqueur de devenir composite assez stringent en prenant pour savoir si la greffe fonctionnait bien. Donc il fallait avoir 3 indicateurs, c'est un donneur complet au dernier follow-up, complet, avec une absence de GVH chronique et un taux de lymphocytes T, en fonction de l'âge bien sûr, normal. Donc il faut avoir ça et ça et ça. Et si on avait 2 sur 3 ou 1 sur 3 ou 0 sur 3, alors on passait en critères alternatifs. Donc voilà, avec ces critères-là, on pouvait dire donc soit on est en level 1 good health, très bien, soit si on a pas ces critères et qu'on a qu'on a ça ou ça, on passe en poor health, donc santé moyenne. Et puis alors si en plus de ça on a été hospitalisé, qu'on a des médicaments intraveineux, qu'on a eu un cancer, qu'on a eu une greffe d'organes, là on passe en santé très mauvaise. Donc, une fois qu'on a ça, on voit que globalement, il n'y a pas de différence significative sur la santé générale en fonction de ces 3 groupes-là. Il n'y a pas de différence significative en fonction de la présence d'une greffe qui fonctionne bien quand on regarde simplement en termes de répartition des effectifs. Mais quand on fait l'analyse, je passe vite et je vous ai mis en rouge ce qu'il fallait voir, mais bon, je vous laisserai les diapos si vous voulez regarder plus en détail. Mais ce qui ressort de manière principale, c'est en termes de facteurs indépendamment associés à un mauvais état de santé, c'est la présence d'une greffe qui dysfonctionne, qui donne donc une mauvaise santé à long terme. Ça paraît évident, mais enfin, il n'y avait pas d'autres facteurs indépendamment retrouvés dans cette étude-là. Donc, c'est l'avant-dernière diapo. J'ai 2 diapos de résumé. Cette diapo de résumé, là, c'est pour l'ensemble des déficits immunitaires. Donc, c'est évident que la greffe a fait énormément de progrès. Ça, je ne l'ai pas dit au départ, mais je crois que tu l'as bien rappelé, Mounia, et ça a été bien dit pendant toute la durée du congrès. Donc, c'est très important de référer les patients qui en ont besoin à la greffe dans une équipe experte. Mais le devenir à long terme est non seulement très important de l'étudier, mais on découvre encore des problèmes nouveaux chez des patients et on a besoin de collecter les données. On a besoin d'essayer d'avoir une greffe qui fonctionne le mieux possible. C'est vrai que dans certains cas, pour les greffes de SCID, par exemple, on peut se dire qu'avoir des lymphocytes en quantité subnormale ou normale, ça peut suffire. Ça dépend probablement d'un certain nombre de facteurs, mais c'est vrai que pour les SCID, cette règle-là ne va pas forcément s'appliquer pour les autres déficits immunitaires combinés ou d'autres pathologies un peu différentes.
Donc il faut avoir des spécialistes c'est les survivorship specialist care, donc c'est notamment les cancérologues et les leucémologues hein, qui s'intéressent beaucoup à ce devenir-là. Donc c'est important de pouvoir s'inspirer de ce qu'ils font. Et je suis dans les temps, ça vient de sonner 19 minutes 30, donc je vais finir dans 30 secondes. Donc là, pardon, non, ça va très bien. Donc là, cette diapo, la diapo d'avant, c'était pour les greffés. Là, c'est pour l'ensemble des patients atteints de déficit immunitaire. De manière importante, vous avez vu, on a designé pour l'ensemble des déficits immunitaires, là, pas que pour les greffés, on a designé un questionnaire spécifique de qualité de vie. Ça veut dire qu'il manque des questionnaires spécifiques de qualité de vie. C'est très important pour des maladies aussi rares, pour des maladies aussi diverses aussi, vous voyez. Et puis en plus de ça, d'une langue à l'autre, d'un pays à l'autre, c'est bien connu hein, en sciences humaines et sociales qu'il faut il faut pas traduire simplement, hein, c'est toute une science, donc c'est très important. Il y a clairement pour l'ensemble des patients avec un déficit immunitaire des altérations majeures dans toutes les dimensions, pour tous les déficits immunitaires. Ça commence dès l'enfance, c'est pas que au fur et à mesure de la vie. Bien sûr, c'est le cas, mais en fait, en réalité, dès l'enfance. Donc, il faut vraiment que nous, en pédiatrie, on soit beaucoup plus agressifs sur le traitement, par exemple, des infections subcliniques, ce genre de choses-là. Il y a de plus en plus d'études qui émergent sur le fardeau. Le fardeau et la qualité de vie, c'est pas tout à fait pareil, et c'est toute une science aussi. Le fardeau de la maladie, le fardeau des traitements. On ne pense pas forcément aussi à l'impact que ça peut avoir sur les frères et sœurs, sur les parents et l'entourage. Donc je pense que ça peut être aussi une avenue pour des études en sciences humaines et sociales. Et on peut espérer que les thérapies ciblées, on a parlé du RBA, de la batacept par exemple, mais il y a d'autres thérapeutiques aussi, on peut espérer en tout cas que ça peut contribuer à modifier un petit peu ces outcomes-là et améliorer les outcomes des patients greffés. Voilà, merci de votre attention. Je disais qu'aujourd'hui, on prête une importance capitale pour la qualité de vie de ce que nous faisons. Oui, on traite, mais en définitive, si ce malade survit, dans quel état il est? Au début des années 70, les années 80, on cherchait à sauver ces déficits immunitaires en quelque sorte, parce que leur maladie est tellement grave et qu'on n'a pas d'autre alternative. Ou on greffe ou il meurt. Donc, on ne prêtait peut-être pas beaucoup d'attention, mais très progressivement, aujourd'hui, on lui donne énormément d'importance. D'autant qu'il y a certes des facteurs sur lesquels on ne peut pas tellement agir. La nature de la maladie elle-même. Parfois, dans la même maladie, le type de mutation qui influence cette qualité de vie. Mais il y a certainement d'autres facteurs sur lesquels on agit. Par exemple, les complications survenues jusqu'à la greffe. Là, donc, un diagnostic précoce égale pas d'infection, très peu d'infections, du moins sévères, donc très probablement une meilleure qualité de vie. Là aussi, le conditionnement, un travail colossal a été fait sur le conditionnement, comme l'a montré Monia. Et donc, aujourd'hui, on arrive à jongler un tout petit peu avec le conditionnement pré-greffe, objectif, ne pas trop embêter ces malades, ne pas trop laisser de séquelles. Bien sûr, il y a une balance. Là aussi, il doit survivre en meilleure qualité de vie, mais on ne doit pas avoir de rejet, on ne doit pas avoir de GVH, etc. etc. Bref, donc, vous voyez le travail de fait sur à peu près une quarantaine d'années, il est colossal. Et je pense qu'aujourd'hui, on donne une importance très capitale à ce type à cette qualité de vie, en quelque sorte. Voilà, donc, si vous avez des questions, Aziz. Nizar, s'il te plaît, quand tu as comparé la qualité de vie entre les personnes greffées et les personnes non greffées, est-ce que dans ce groupe total, c'est-à-dire le premier plus le deuxième, c'est des malades qui ont tous eu besoin d'une greffe? Ou bien vous avez pris tous les déficits immunitaires, greffés, non greffés, et dans le pool, il y a des malades où il n'y a pas d'indication de greffe? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'étude nationale qu'on a menée, il y avait des patients qui avaient par exemple une maladie de Bruton. Donc globalement, l'indication d'une greffe de moelle osseuse pour la maladie de Bruton est vraiment tout à fait exceptionnelle. Hein, c'est vraiment exceptionnel. Il y avait des déficits en sous-classe. Hein, il y avait, la liste, il y avait des MSMD, il y avait de tout.
Donc, il faisait partie des patients non greffés. Donc dans le groupe non greffé, il y avait ces patients-là. Oui. Et puis dans les greffés, j'ai pas montré, mais enfin il y avait essentiellement des Oui. kits, des SCID, des CGD, des HLH. Comme tu sais, par exemple, là, chez la classe 2, nous avons des malades qui ont grandi sans greffe. Ouais. Sidi Mohamed Bjawi aussi. Ces malades où il y a l'indication de la greffe, il y a eu des travaux de comparer entre malades greffés et non greffés. Quelle est la meilleure qualité de vie? C'est ça? La question, je ne crois pas qu'il y ait eu donc dans les patients HLA classe 2, je ne crois pas qu'il y ait eu d'études comparant le devenir des greffés versus les devenirs des non greffés. Je sais très bien qu'il y a quelques, enfin en tout cas dans le registre, il y a quelques patients non greffés qui ont atteint l'âge adulte, pas forcément toujours en bonne santé du reste, et puis il y a eu pas mal de décès jeunes quand même, enfin dans la vingtaine, trentaine. Donc la très grande majorité des patients chez la classe 2 a été greffée, bon, quand même assez souvent parce qu'ils avaient un phénotype clinique sévère, infectieux, parfois inflammatoire, précoce dans la petite enfance, vous le savez très bien. Donc, mais comme probablement vous avez certainement une population de HLA classe 2 plus importante et parmi laquelle il y a la proportion de non greffés est plus importante que celle que moi je connais, c'est certainement à vous de mener cette étude, hein, c'est certainement intéressant de le faire. Pour les HLA classe 2 non greffés, c'est vrai qu'initialement, ils ne sont pas très malades. Il n'y a pas beaucoup de manifestations infectieuses. Peut-être qu'ils n'ont pas d'honneur. Donc, avec le temps, on s'est dit, mais pourquoi les greffés? Ils sont bien. Moi, j'ai une famille de Kharkna, deux filles qui ont atteint l'âge de 30 ans. Mais je connais aussi un enfant algérien qui a atteint ces âges-là, de défaut d'expression HLA classe 2. Mais à la fin, ils sont très malades. Parce que certainement, ils ont beaucoup de problèmes digestifs, beaucoup de cryptosporidose, et ils meurent de leur foie, en définitive. Ils meurent de cirrhose, ils font des cholangites sclérosantes, et finalement, ils meurent. Donc je pense qu'un HLA classe 2, il faut les greffer, même si initialement, il paraît qu'il est en bonne santé. Je pense aussi. Oui. D'autres questions? Non? Alors, je vais vous donner la parole pour clôturer la session. Je remercie nos deux brillants orateurs, Madame Modgni et Monsieur Mehlaoui, pour leur excellente présentation qui donne envie encore de mener des greffes, de sauver des patients et bien sûr de réfléchir comment mener nos greffes, c'est-à-dire appliquer aux réalités du terrain qu'on a avec, comme j'ai dit, les conditionnements adaptés aux produits qui sont là et bien sûr aux particularités des soins et de la population, bien sûr. Et je remercie les modérateurs, bien sûr, avec leur enregistrement, notamment professeur Bjawi, qui a une grande expérience, bien sûr, dans ce domaine, avec plus de 30 ans, je dirais, ou plus, 60 ans. 60 ans. Plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Oui, quand il il est né dans le centre de greffe national. Voilà. Voilà, je remercie l'assistance pour leur patience et qui sont présents avec nous jusqu'à cette heure. De toute façon, je vous dis merci beaucoup, merci à tout le monde et on aura je pense, un programme social tout à l'heure et demain, on aura encore des présentations, des communications orales et ça va être toujours riche. Donc, bon courage pour demain encore. Merci.